On est un peu plus nombreux sur la dernière table ronde. Je vous la présente, elle s'intitule « Le changement climatique, source d'innovation pour l'eau ». On a commencé à aborder un peu le sujet. Interviendront à nos côtés, donc je vais les inviter à l'appel de leur nom à me rejoindre. Marie-Hélène Aubert, vous êtes membre du comité de bassin Loire-Bretagne de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et présidente du groupe de travail biodiversité aquatique et SFN du Partenariat français pour l'eau. Prenez place où vous le souhaitez. Mathilde Loury, vous êtes chef de l'équipe Projet Life intégré artisan à l'Office français de biodiversité. Vous pouvez nous rejoindre si vous êtes parmi nous. Voilà. Emmanuel Openot, on a perdu un kakémono, responsable du pôle environnement eau chez Suez. Et Olivier Sarlat, directeur régional Veolia Eau, région Sud. Et Morgane Villetard, vous êtes animatrice régionale solutions d'adaptation fondées sur la nature à l'Agence régionale de biodiversité Occitanie. On va parler beaucoup des solutions pour la nature. Alors, les objectifs de cette table ronde, on sent qu'il existe des tensions entre les porteurs des différentes solutions pour s'adapter à la baisse de la ressource en eau et aux risques qui y sont associés. Face à l'urgence et aux enjeux, il convient de ne pas faire d'idéologie, c'est un peu l'idée de cette table ronde, et d'étudier toutes les solutions, y compris celles fondées sur la nature. Un bon équilibre entre stockage, circulation de l'eau, réutilisation des eaux usées, c'est autant de sujets que nous aborderons ensemble. Alors Mathilde Loury, alors je ne sais plus, là voilà, vous êtes nombreuses. Donc vous êtes la coordinatrice du projet LIFE Artisan, porté par l'OFB, l'Office français de la biodiversité, pour déployer en France les solutions fondées sur la nature. Alors peut-être pour fixer les idées, avant de rentrer dans le sujet, qu'est-ce que c'est des solutions fondées sur la nature ? On va prendre un micro, sinon on ne va pas vous entendre. Merci, bonjour. Merci beaucoup de nous avoir invités à cette très intéressante journée. Alors, les solutions fondées sur la nature ont été définies par l'UICN notamment, lors du congrès de 2016. Et ensuite, l'UICN a développé un standard. Et dans le cadre du projet Artisan, on s'est vraiment attaché à respecter cette définition. Donc, ce sont des actions de préservation, gestion durable et restauration des écosystèmes. Donc ce ne sont pas des solutions bio-inspirées, par exemple. On s'attache vraiment à la restauration des écosystèmes qui visent à répondre à un défi sociétal. Et donc les liens sont faits avec les objectifs du développement durable notamment. Et dans le cadre d'Artisan, on a choisi le défi de l'adaptation au changement climatique. D'accord. Et tout ceci doit avoir un gain-être pour la biodiversité et pour le bien-être humain. Donc on voit que c'est une définition très complète et ça reste un concept encore un peu théorique, mais qui repose sur les sciences de la conservation. Donc le concept est nouveau, mais par contre les réalisations sur le terrain sont très concrètes et existent depuis déjà de très nombreuses années. Alors vous êtes porteuse du projet Life Artisan. Il a débuté quand et en quoi il consiste concrètement pour la France ? Alors c'est un projet effectivement qui est porté par l'Office français de la biodiversité, qui existe depuis janvier 2020, et l'Office et le projet d'ailleurs. Et pourquoi l'Office français de la biodiversité s'intéresse à l'adaptation au changement climatique, c'est pour décloisonner les enjeux. C'est-à-dire qu'on a parlé bien sûr aujourd'hui beaucoup du changement climatique, de la nécessité d'atténuer le changement climatique et de s'y adapter, mais il y a une autre grande crise qui est celle de l'érosion de la biodiversité. Comme le rappelle l'IPBES, dont une des causes est le changement climatique, mais il y a aussi d'autres facteurs d'érosion qui sont l'artificialisation des terres, la surexploitation des ressources, la pollution, les espèces exotiques envahissantes. Et c'est un enjeu majeur pour l'humanité. D'abord, c'est une valeur intrinsèque. On parle de la bibliothèque du vivant. On parle d'innovation aujourd'hui. Les écosystèmes, c'est 3,8 milliards d'années d'innovation. Donc il faut rester très humble par rapport aux innovations dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est également très important puisque les services écosystémiques apportés par la biodiversité, comme la purification de l'eau dont on a parlé tout à l'heure, l'oxygène qu'on respire, le bien-être humain, la santé psychique qu'on a pu voir pendant le confinement, sont estimés à 1,5 fois le PIB mondial. Et devinez combien on finance la biodiversité dans le monde ? 0,2% du PIB. Donc voilà pourquoi l'OFB voulait s'intéresser à ce sujet. Donc adaptation au changement climatique via les solutions fondées sur la nature. D'accord. Alors vous l'avez dit, lancement 2020, donc on est au tout début. C'est la phase 1, elle va jusqu'à quand mais quels sont les objectifs de cette première phase ? Alors effectivement, le projet court jusqu'en 2027, donc on a la chance d'avoir un petit peu de temps long, 8 ans.
C'est 16 millions d'euros sur cette période. C'est un projet qui est porté par l'OFB, mais avec 27 autres partenaires, puisque bien sûr, il y a beaucoup de partenaires qui travaillent déjà sur l'adaptation au changement climatique et les solutions fondées sur la nature. Et donc, cette phase 1 nous a permis de faire des études préparatoires pour identifier les freins et les leviers au déploiement de ces solutions fondées sur la nature sur le terrain français, y compris en Outre-mer. Et notamment, on a un objectif de lever 1 milliard d'euros sur ces solutions fondées sur la nature. Alors quand je dis lever, c'est très modestement, puisque les agences de l'eau financent très majoritairement, mais c'est coordonner tous les financements qui existent aujourd'hui pour vraiment passer à l'échelle. Et je crois que vous avez 10 projets pilotes. Hein, voilà, on a 10 sites pilotes, effectivement, puisque... Comme je vous l'ai dit, le concept de solution fondée sur la nature ne fait de sens que dans ce genre de sphère où on est un petit peu des technocrates, on va dire, mais quand on parle aux élus locaux, aux entreprises, aux agriculteurs, on n'utilise pas ce terme. On parle donc sur les sites pilotes, par exemple, de baisse de débit d'étiage dans le bassin versant de la Rance, avec problématique de l'alimentation en eau potable de la ville de Rennes, et restauration de têtes de bassin versant par reméandrage des cours d'eau, ripisylve, donc les choses qui ont été évoquées tout à l'heure, bande enherbée. Donc ça, c'est un des sites pilotes. On a aussi des sites qui concernent les enjeux plus liés aux inondations, donc avec restauration de zones humides dans le département du Var, des questions de submersion marine en Martinique, des questions de qualité de l'eau, notamment dans la nappe de Champigny, avec des bassins tampons artificialisés pour abattre la pollution diffuse agricole, et des enjeux aussi de ruissellement urbain avec la métropole du Grand Lyon, et aussi le génie végétal équatorial à Cayenne. Ah oui, donc on n'oublie pas les Outre-mer, c'est très important. C'est très bien, c'est pas à Toulouse avec les liens qu'on avait avec la Guyane qu'on va oublier. Est-ce qu'il y a un travail d'acculturation, d'explication pour faire émerger ces solutions fondées sur la nature auprès des élus, des populations et des aménageurs? Alors, effectivement, un des freins qu'on a identifié et qui a déjà été évoqué ici, hein, c'est l'émergence d'un projet et de la volonté politique qui doit être à l'origine, avec deux enjeux du coup, celui de la compréhension des enjeux d'adaptation, mais aussi la place des solutions fondées sur la nature, puisque ce sont des solutions qui, même si elles existent depuis longtemps sur le terrain, ne sont pas encore connues par les élus, enfin pas par tous en tout cas. Et effectivement, ce qui est important, c'est de montrer que ça répond à un impact du changement climatique, donc inondation, sécheresse, mais ça apporte d'autres co-bénéfices. Et c'est ça qui permet aussi de rassurer les élus et de les mobiliser sur ces enjeux, c'est qu'avec une restauration de zones humides, on va aussi créer, restaurer les services écosystémiques apportés par cette zone humide. On va aussi donc développer toute une série d'un cortège d'espèces. On va ouvrir ce lieu au public pour qu'il puisse s'y promener. Et donc c'est ça qui fait un peu rentrer la balance dans la décision des élus ou des entreprises. C'est tous ces co-bénéfices. Et le gros enjeu, c'est d'arriver à bien les identifier, les chiffrer et ensuite leur donner une valeur économique. Et vous me parliez de la zone d'expansion naturelle des crues, plutôt que faire une digue. Ça aussi, c'est un exemple qui peut amener plusieurs co-bénéfices. On en parlait à la table ronde précédemment pour protéger d'autres zones du littoral notamment. Exactement, ça a été cité tout à l'heure. Ce qui est intéressant avec par exemple ce cas de zone d'expansion naturelle des crues, c'est qu'on cherche aussi à diminuer notre vulnérabilité. C'est-à-dire qu'en décidant que le lit d'un fleuve va reprendre son lit majeur, on va prendre la décision de ne pas construire d'écoles, de centres de loisirs ou je ne sais quoi dans ce lit majeur et donc de facto baisser notre vulnérabilité et en plus donner accès à un cadre de vie et à des parcs qui sont du coup ouverts au public quand il n'y a pas de période d'inondation. Donc on travaille aussi sur la vulnérabilité grâce à ces solutions. C'était à Blois notamment où on déconstruit des maisons pour recréer un parc. Oui, il y a un des bras du fleuve de la Loire qui a fait l'objet de cette technique de zone d'expansion des crues et qui a fait l'objet de relocalisation, donc on en parlait aussi tout à l'heure, et avec beaucoup de concertation en amont, les choses ont été comprises. Bien sûr, ils ont été indemnisés à la juste valeur des biens, etc. Enfin, il y a des enjeux financiers très importants. Mais c'est un des exemples qui est hors artisan, mais qui nous sert aussi à illustrer ce type d'exemple auprès de nos... Je crois que c'est important justement de donner des exemples. Il y en a un autre près de Toulon, vous utilisez un marais pour lutter contre le risque d'inondation également.
Voilà, alors ça c'est un projet qui fait partie de notre programme de démonstrateur. Donc c'est un projet qui est encore à l'étude. Mais effectivement, c'est donc porté par le syndicat de gestion de l'Égoutier. Et c'est un des rares marais en moyenne altitude, donc qui a une valeur écologique forte et qui en plus donc connecte deux bassins versants. Donc en termes de trame bleue, c'est extrêmement important. Et aussi, c'est un marais qui permet de lutter contre les inondations en aval de la ville de Lacros, mais aussi dans ce marais lui-même, où justement une école a été construite, un centre de loisirs, et avec les simulations qui ont été faites du changement climatique, on voit qu'il y a une augmentation du risque d'inondation. Et en même temps, c'est un marais qui a été de nombreuses fois remblayé, donc qui est complètement dégradé, et donc on contribue à ce projet. Bien sûr, c'est aussi cofinancé par l'agence de l'eau, la région, parce qu'à Cartisan, on n'apporte que 500 000 €. Et la problématique de l'acquisition foncière dans ces territoires où le foncier est très élevé ne nous permettrait pas de financer seul. Et il y a un gros travail de concertation qui est fait avec les riverains qui parfois sont opposés à cette restauration du marais, puisqu'ils l'utilisent pour mettre leur remblai ou une activité économique. Donc quand on dit qu'il faut mettre tout le monde autour de la table, c'est un vrai défi, mais c'est ce qu'on fait au sein de tous nos sites pilotes. Vous avez parlé de cofinanceurs. Le projet LIFE, il est financé par qui? C'est l'Europe? Alors c'est financé à 60% par le programme LIFE de l'Union européenne, par la Direction générale climat. Donc c'est un des avantages des solutions fondées sur la nature, c'est qu'on utilise les fonds du climat pour financer la biodiversité, enfin aussi répondre à l'adaptation au changement climatique, mais du coup c'est un vrai flux financier qui est intéressant. Et c'est aussi du coup cofinancé à 40% par chacun des 28 bénéficiaires associés. Donc l'OFB, l'ADEME, le CEREMA, le CEPRI, le Comité 21, REN 2, je ne peux pas tous les citer. Mais... Alors vous êtes une très bonne avocate des solutions fondées par la nature, mais est-ce que le meilleur argument, c'est pas l'efficacité? Alors est-ce que ces solutions sont aussi efficaces, plus efficaces, moins efficaces que les solutions qu'on a pu, on va dire les solutions grises, entre guillemets, hein, que l'homme a construites? C'est un des gros enjeux qu'il faut qu'on arrive à mieux documenter sur tous les types de solutions fondées sur la nature, que ce soit reméandrage de cours d'eau, zone d'expansion naturelle des crues, on a parlé d'agroécologie. Il faut arriver à documenter d'abord les aspects techniques. Donc on a vu tout à l'heure sur la ferme du Gers par la comité de la CACG. Il faut documenter les pratiques d'agriculture de conservation par rapport à l'érosion du sol. Donc on va travailler à faire remonter tous ces retours d'expérience pour consolider ces données. Et puis après, il faut comparer à une solution d'ingénierie classique, ce qui n'est pas facile. Par exemple, on a voulu le faire dans le cadre du syndicat de gestion de l'Égoutier, et le bureau d'études n'a pas été mandaté pour ça. En fait, il a tout de suite été sur la restauration de la zone humide pour des enjeux biodiversité. Il se trouve que ça a aussi un impact sur l'adaptation au changement climatique, mais il n'y a pas une solution grise à comparer. Donc c'est pas toujours évident de faire si on veut le faire projet par projet. En revanche, on peut faire remonter bien sûr tous les retours d'expérience, et surtout, comme je disais tout à l'heure, le gros enjeu, c'est de caractériser les co-bénéfices et de pouvoir leur donner une valeur économique pour faire remonter dans la comparaison les solutions fondées sur la nature. Parce qu'une solution d'ingénierie classique n'apportera pas ces co-bénéfices. Oui. C'est un peu les enjeux socio-économiques qu'on évoquait tout à l'heure à la précédente table ronde. Alors Morgane Villetard, vous êtes l'animatrice régionale de ces solutions d'adaptation fondées sur la nature à l'Agence régionale de la biodiversité Occitanie. Votre rôle, c'est justement de faire connaître ces solutions fondées sur la nature. Auprès de qui? Vous êtes l'ambassadeur. Qui c'est que vous allez voir pour en faire la promotion? Oui, alors déjà bonjour à tous et à toutes et merci pour cette invitation. Donc oui, effectivement, en tant qu'animateurs régionaux, donc on est 13 au total dans le projet Artisan. Une par région? Enfin un animateur par région? Voilà, un animateur par région. Donc moi je suis animatrice pour la région Occitanie. Et donc finalement, les personnes qui vont nous solliciter, c'est tout porteur de projet qui est intéressé par la mise en œuvre de ces solutions. Donc ça peut être une collectivité, donc que ce soit un élu. Donc là, par exemple, dans quelques mois, on va sensibiliser les élus du Gard justement à ces solutions. Ça peut être aussi les techniciens des collectivités pour justement les acculturer, ou alors s'ils le sont déjà, leur montrer d'ores et déjà des
des billes en fait. Vous avez un peu un catalogue de solutions en tout cas, ou des pistes? Nous en tant qu'animateurs, on a un catalogue, on va dire, de solutions de manière très généraliste. On n'est pas des techniciens, donc notre rôle c'est de montrer, comme a pu l'expliquer Mathilde, l'étendue des co-bénéfices des solutions, et j'aimerais insister par la suite sur ces co-bénéfices, mais on y reviendra. Donc c'est montrer vraiment les multiples co-bénéfices de ces solutions, l'intérêt économique aussi pour les collectivités, et puis une fois que la collectivité veut vraiment rentrer dans le vif du sujet, dans le côté technique du montage du projet, etc., notre rôle c'est de les mettre en relation avec les partenaires qui sont les partenaires clés, qui ont les compétences techniques sur ces sujets. Donc nous, notre rôle d'ambassadeur, voilà, c'est de représenter ces solutions, leur donner une visibilité, argumenter l'intérêt de ces solutions, et ensuite faire le lien avec les partenaires clés. Donc on a les collectivités, on a envie aussi là, de plus en plus de pouvoir aller vers les aménageurs qui ont du coup un important rôle, que ce soit d'un point de vue impact sur la biodiversité, parce que j'appartiens à l'Agence régionale de la biodiversité, donc on a également cette entrée-là, et c'est tout l'intérêt des SAFN, les solutions d'adaptation fondées sur la nature, c'est de croiser les sujets climat et biodiversité, et donc de s'adresser aux aménageurs, de s'adresser aussi à des structures comme les CAUE, comme les CPUE, donc tout ce qui va être éducation à l'environnement. Donc c'est vraiment finalement petit à petit de s'adresser à tous les porteurs de projets potentiels, ou toutes les structures qui peuvent accompagner, les gestionnaires d'espaces naturels également, etc. C'est vraiment très large. Ok. Alors du coup, ces solutions répondent à des risques. C'est pour faire face à des risques, les risques d'inondation, de submersion marine, de sécheresse. Est-ce que vous avez des exemples concrets de solutions que vous présentez aux acteurs du territoire ? Oui, tout à fait. Donc, sur la question de l'inondation, par exemple, de l'impact des inondations sur un milieu urbain, par exemple, on peut réfléchir d'un point de vue SAFN à un apport de solutions, à la fois d'un point de vue très local sur la zone urbanisée, par exemple, et puis à la fois aussi à l'amont au niveau du bassin versant, en tête de bassin. Et donc les solutions, ça va être par exemple la désimperméabilisation au niveau du centre urbanisé, la désimperméabilisation du sol, la végétalisation, le fait de traiter l'eau de ruissellement au plus près finalement de là où tombe la goutte à travers des noues écologiques, des jardins de pluie, des toitures végétalisées. Donc ça va être au niveau de la zone urbanisée. Et puis de réfléchir aussi, du coup, en amont de cette zone urbanisée, à comment on peut limiter l'impact des inondations en aval par le reméandrage de cours d'eau, par la restauration de zones humides et la reconnexion des zones humides aux cours d'eau, par la restauration de forêts de pente, par exemple. Voilà, c'est un ensemble de solutions. Ça veut dire que parfois, pour apporter une solution à un territoire urbain, il faut associer un autre, voire deux autres territoires plus en amont. Et vous faites aussi ce travail de liaison entre les différents territoires ? Alors, à terme, nous, en tant qu'animateurs, on a pour objectif d'accompagner environ une dizaine de collectivités, enfin de porteurs de projets par an. Donc, c'est ce qu'on va faire. Pour l'instant, on n'a pas encore pu le mettre en œuvre, mais oui, c'est l'objectif dans l'accompagnement un peu plus individuel de certains porteurs de projets, c'est de pouvoir pas forcément accompagner techniquement, mais de dire est-ce que vous avez pensé à intégrer tel acteur, etc. De faire le lien, parce qu'on est vraiment des courroies de transmission. Moi, j'aime beaucoup cette image. C'est vraiment notre rôle, c'est de mettre en relation les porteurs de projets avec les personnes qui ont la compétence technique. Très bien. Alors, si moi je suis un élu, un aménageur, une collectivité, je fais appel à vous, je me dis, bon, j'hésite entre des solutions classiques, construction d'ouvrages ou solutions fondées sur la nature. Est-ce que j'ai un bonus en termes de financement ? Est-ce que j'ai accès à des financements européens si j'adopte une solution plus naturelle ? Alors ça, c'est tout l'enjeu. Je pense que Mathilde pourra peut-être compléter à ce niveau-là. En tout cas, nous, c'est ce qu'on aimerait à terme mettre en œuvre. En tant qu'animateur, je précise, on a aussi créé donc dans chacune des régions des groupes un groupe de travail sur les solutions d'adaptation fondées sur la nature. En Occitanie, il a été créé du coup en avril de cette année. C'est tout récent. Oui. Voilà, il englobe 10 structures, donc la région, l'OFB, les 2 agences de l'eau, l'Adrial, la DRAF, le CEREMA, l'ADEME, et puis 2 départements qui pour l'Occitanie sont l'Hérault et le Gers.
Et donc, à travers justement ce groupe de travail, on réfléchit finalement à comment on pourrait également mettre en cohérence des financements et favoriser ce type de solution. Alors, ce n'est pas nous, à l'échelle du groupe de travail, qui allons mettre ça en place, mais en tout cas de faire ensuite le lien avec nos structures, les structures référentes de ce groupe de travail. Après, Mathilde, est-ce que sur les financements de ce genre d'infrastructures, si les solutions fondées sur la nature ont a accès à des crédits plus facilement ou pas? Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un concept qui est encore un peu récent en termes de concept. Du coup, on le voit apparaître dans un certain nombre d'appels à projets, sans forcément encore que le standard de l'UICN soit nécessaire pour passer au crible des différents projets, mais ça va venir, certainement. L'UICN international va développer un label qui et donc va former des personnes, enfin des experts qui vont analyser tous les projets pour pouvoir, avec leur standard, pour pouvoir ensuite apposer le label. Donc, on va aller à terme vers certainement un bonus de financement ou au moins un passage au crible d'un certain nombre de projets avec ce standard, qui est un standard encore un peu difficilement appréhendable par les différents élus, d'où le rôle des accompagnateurs, enfin des animateurs régionaux ou des référents territoires engagés pour la nature. Enfin, il y a beaucoup d'autres personnes qui accompagnent les collectivités locales. Il y a le CEREMA, il y a les bureaux d'études, mais c'est effectivement important qu'il y ait toute cette ingénierie territoriale autour des élus pour les aider à aller chercher des financements, parce que les financements existent. Alors on espère qu'il y en aura plus, qui seront plus structurés, mieux coordonnés, mais surtout ce qui manque, en tout cas c'est aussi très vrai en Outre-mer, on a parfois des appels à projets où on n'a aucune réponse, parce qu'il faut des ressources humaines au niveau des collectivités locales pour répondre correctement aux appels à projets qui sont de plus en plus exigeants. D'accord. Morgane le disait, évoquer le groupe de travail pour l'Occitanie. Est-ce que les solutions fondées pour la nature en Occitanie sont différentes de celles de PACA, d'Auvergne-Rhône-Alpes, de Bretagne, dont on va parler dans un instant? Évidemment, c'est toujours différent, parce qu'on n'a pas les mêmes écosystèmes, d'une part. On n'a pas le même contexte socio-économique. Donc ce qui est très important, c'est de ne pas appliquer une solution toute faite d'un territoire à l'autre, même si bien sûr il y a des échanges de pratiques, des retours d'expérience qui sont intéressantes à faire, et aussi des échanges entre pairs. Je pense que c'est très important qu'un élu puisse se rendre dans une autre ville, une autre collectivité locale, pour voir ce qu'un autre élu peut mettre en œuvre, à quelles difficultés il a été confronté, etc. Très bien. Alors on va aller en Bretagne avec vous, Marie-Hélène Aubert. Vous êtes membre du comité de bassin Loire-Bretagne. Vous avez présidé l'agence d'ailleurs pendant 3 ans. Vous intervenez au nom du partenariat français pour l'eau, qui est co-organisateur de cette journée scientifique. Et vous présidez également un groupe de travail sur la biodiversité et justement les solutions fondées sur la nature. Alors, est-ce que les agences de l'eau financent ces solutions fondées sur la nature? Vous, en Bretagne, par exemple, est-ce que c'est le cas? Oui, bien sûr. Comme les 6 agences de l'eau, nous finançons déjà toutes sortes de contrats territoriaux, de projets. Beaucoup d'exemples ont été donnés de réaménagement de rivières. C'est d'ailleurs un mouvement qui est lancé, y compris en milieu urbain, de réouvrir les cours d'eau qui ont été couverts ou canalisés en milieu urbain, par exemple. Ce sont des projets extrêmement intéressants, prometteurs, très participatifs. La gestion des eaux pluviales dans la ville de Roanne, par exemple, qui est assez exceptionnelle, très novatrice. Donc oui, nous finançons très largement ces projets. Ils montent en puissance. Comme l'a dit Mathilde, il faut s'entendre sur les définitions et les critères, mais ceux des agences de l'eau sont assez exigeants. Je voudrais préciser, alors là, avec ma casquette PFE, aussi que nous avons coédité avec la Banque des Territoires une brochure, un outil électronique en fait, c'est pas du papier qu'il faut tourner, qui s'adresse aux collectivités locales sur la mise en œuvre des SFN et qui balaye tous les aspects de la question, aussi bien le montage du projet, l'encadrement réglementaire et législatif, la recherche de financement. Et sur ce document électronique qu'on trouve facilement sur le site du PFE notamment, il y a aussi en cliquant de multiples exemples, des petites vidéos de réalisation d'acteurs locaux partout en France.
Et on parlait de financement, la Banque des Territoires aussi, la CDC Biodiversité finance toute une série d'opérations dans la baie de l'Aiguillon par exemple, ou dans beaucoup d'endroits en France. Alors juste un point sur l'innovation, puisque c'est oui, mais justement, je voulais qu'on en parle. Je voulais préciser aussi que au même endroit que l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, qui est basée à Orléans, se situe le pôle de compétitivité DREAM. Ça fait rêver, justement. Et donc, alors DREAM, c'est durabilité de la ressource en eau associée au milieu. Hein. Voilà. Et donc, qui rassemble une centaine de membres aujourd'hui et qui, par appel à projet, réalise toute une série de recherches et développements extrêmement intéressants qui regroupent l'ensemble des écotechnologies aujourd'hui en pleine effervescence. Et une bonne part, d'ailleurs, est liée à la mise en œuvre aussi de solutions fondées sur la nature. Donc, le projet Biome, le projet Bémol, enfin, il y en a toute une série. Je vous invite aussi à aller consulter le site du pôle DREAM, comme celui de l'ensemble des agences de l'eau aussi, où on trouvera tous les éléments nécessaires, y compris pour monter un projet et accéder aux aides en question. Alors, puisqu'on parle d'innovation à cette table ronde, vous me disiez, dans les solutions fondées sur la nature, les innovations ne sont pas forcément technologiques, et c'est aussi en matière de gouvernance, de façon de faire. C'est plus transversal, on associe davantage de partenaires, ce qu'on disait avant, on met les gens autour d'une table. Oui, je crois qu'on est vraiment dans une innovation pour le coup conceptuelle. C'est-à-dire que la culture de l'eau, depuis les années 60, était une culture, et toujours, une culture d'ingénieurs, une culture technicienne, assez pointue. Et d'ailleurs, les savoirs et les savoir-faire français sont remarquables dans ce domaine. Mais un entre-soi qui a fini d'ailleurs par faire en sorte que l'ensemble des citoyens est assez ignorant en fait de la façon dont le cycle de l'eau. Quand on ouvre un robinet, d'où vient l'eau, qui va la chercher, qui la traite, et quand vous videz votre baignoire ou tirez la chasse d'eau, où va l'eau, qui s'en occupe et où elle va après. Et de ce fait, les agences de l'eau qui existent depuis 1964, ont beaucoup évolué aussi là-dessus et sortent de plus en plus de leur culture d'ingénieur pour aller vers justement une vision beaucoup plus transversale, participative, d'une part à travers leurs instances, un comité de bassin, conseil d'administration qui est très ouvert et qui couvre l'ensemble du bassin, et pas que la Bretagne. Le bassin de la Loire, c'est très vaste. Mais aussi avec des innovations, pour le coup, soit juridiques. Je pense à tous les débats actuels sur la façon de donner un statut juridique aux fleuves. C'est déjà le cas pour la Loire. Il y a un projet très, très avancé, maintenant pour le Rhône. Dans l'émergence aussi de parlements de Loire ou parlements là aussi du Rhône, ce sont deux grands fleuves qui développent ce type de nouveautés institutionnelles. Et puis il y a des évolutions aussi qui font que les régions, par exemple, peuvent s'emparer de la compétence eau. Et si je prends l'exemple de Loire-Bretagne, notre comité de bassin, qui est composé de 190 membres, voit maintenant émerger, que ce soit en Bretagne, par exemple, une assemblée de l'eau régionale, donc qui est spécifique à la Bretagne, à la région Bretagne, mais ça existe aussi maintenant dans d'autres régions. Et donc cela pousse à évoluer vers des assemblées plus ouvertes, plus participatives, qui s'emparent de ces sujets partout sur les territoires, et donc dialoguent en permanence avec les techniciens de l'eau, avec les administrateurs, etc., pour pouvoir justement discuter des enjeux d'aujourd'hui et essayer de prendre les meilleures décisions possibles en fonction aussi des budgets dont nous disposons, qui ne sont pas non plus infinis, même si les agences de l'eau ont la chance, parce que c'en est une, de bénéficier des redevances qui financent leur budget. Est-ce que les acteurs qui doivent s'emparer de ce sujet des solutions fondées sur la nature ne sont pas aussi freinés par un manque de compétences? Parce que souvent, ça demande vous parliez de la culture de l'ingénieur pour l'eau en France. Et souvent, ça demande des compétences autres, plutôt des ingénieurs en écologie, dont les collectivités ou les aménageurs n'ont pas toujours les compétences. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, effectivement,
une des difficultés pour la mise en œuvre de SFN, c'est justement ces compétences nouvelles d'ingénierie écologique ou d'accompagnement. On a besoin beaucoup aussi de ressources humaines, de sciences humaines. L'eau, ce n'est pas que de la science dure, entre guillemets, ou de la technique, même s'il en faut, bien sûr, c'est très important. Mais nous avons besoin d'accompagnants, de médiateurs, mais aussi avec une temporalité différente. Quand vous construisez une canalisation, une digue, une station, voilà, c'est limité dans le temps, il faut X compétences, X budget, et puis au bout d'un an ou deux, c'est terminé, vous livrez l'infrastructure, et après il y a le problème du suivi, mais bon, bref. C'est des modèles très maîtrisés. Tout ça est calibré et maîtrisé. Quand on est sur des SFN, au sens strict ou au sens large, on est sur des temporalités plus à moyen ou à long terme. Donc ça suppose aussi des compétences nouvelles, mais aussi une innovation financière. On ne peut pas financer les SFN de la même façon qu'on finance une station d'épuration ou une construction en béton ou des tuyaux. Et là, on se heurte à des difficultés parce qu'effectivement, il faut pouvoir lisser sur le temps un certain nombre de financements. On a besoin, comme je l'ai dit, de ressources humaines, hein, donc ça veut dire financer des postes de formateurs, d'accompagnateurs pour accompagner ces projets dans le temps. Et de même pour l'évaluation et le suivi, on vient d'en parler. Donc effectivement, mais ça se développe. Il y a de plus en plus maintenant de formation dans ce domaine. Et donc on évolue vers une culture de l'eau qui est beaucoup plus globale, beaucoup plus inclusive, et c'est une bonne chose, même si bien sûr on aura toujours besoin de réseaux et d'infrastructures. Mais on a vu aussi que le changement climatique et les événements extrêmes mettent en exergue la vulnérabilité aussi de ces infrastructures. De ces réseaux. Ouais. Or, les SFN ont aussi l'avantage d'être sans doute moins vulnérables à ces événements. Et puis aussi, et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'acteurs se tournent vers elles sont moins chères à mettre en œuvre. Que des gros ouvrages, des mais digues, plus longues aussi. Quand vous êtes un acteur ou un décideur local, vous pouvez montrer à vos concitoyens que vous avez construit quelque chose qui est visible et qui est faisable sur le temps d'un mandat électoral. Quand vous vous lancez dans des SFN ou un réaménagement sur le moyen et le long terme d'un territoire, ça ne se voit pas tout de suite. Ça peut même être dans un premier temps du dérangement. Bon, les infrastructures aussi. Hein. Mais bon, voilà. Et donc, on a besoin aussi d'avoir une participation, et c'est d'ailleurs très souvent le cas hein, quand les SFN sont mises en œuvre, participation beaucoup plus grande de la population qui, du coup, prend mieux connaissance de son territoire et de ses enjeux, s'en trouve valorisée aussi, hein, et fière de ce territoire. Il y a de multiples exemples. Également, j'en ai vu un du côté de Vichy ou dans l'Allier, où la restauration de tout un écosystème de milieux humides, avec des aménagements aussi progressifs qui permettent à tout un chacun de visiter, de voir, d'observer la faune et la flore qui renaissent. Et ça donne un territoire aussi plus attractif. On parlait de bénéfices, en voilà. Et c'est pas le moindre. C'est pas le moindre que les habitants du territoire se réapproprient leur territoire et se réapproprient les enjeux de l'eau dans toutes ces dimensions. Quand on connaît la sensibilité croissante des populations pour les questions environnementales et d'écologie, est-ce que les SFN n'ont pas un a priori favorable auprès des populations? Parce que voilà, une population souvent préférera une solution fondée sur la nature plutôt qu'une digue en béton ou un enrochement. Alors, comme ça a été dit tout au long de la journée, il n'y a pas de solution miracle qui fonctionne partout de la même façon. Et dans certains cas, on peut avoir besoin, bien sûr, d'infrastructures, hein, de construction, et dans d'autres de SFN. Parfois c'est complémentaire, parfois c'est en alternative, il faut bien le dire. Et là, pour éclairer ces choix, justement, on a besoin de plus d'informations, de formation, de démocratie participative, de façon à ce qu'on s'assure aussi de la pérennité et de l'acceptabilité de l'ensemble des solutions qui sont proposées, parce qu'elles auront été co-construites, décidées en commun avec toutes les informations nécessaires. Donc elles sont a priori
durable, effectivement, même si, encore une fois, on n'en voit pas forcément le résultat ou le retour en 1 an ou en 2 ans. Ouais. Très bien. Avant de passer aux industriels de l'eau, Mathilde, une question, est-ce que justement ce temps de réalisation qui est parfois décalé avec le temps politique peut être un frein à l'adoption de ces solutions fondées sur la nature ? Parce que l'élu, il aime bien couper un ruban avant la réélection. Oui, bah, évidemment, c'est un des freins qu'on a relevé là, dans le cadre de nos études préparatoires et qui vient d'être dit, c'est-à-dire que après une crise, on a envie de réagir vite. On a parlé là, de la mémoire de 5 ans. Oui. C'est vrai que le mandat électoral, il se trouve que c'est aussi 5 ans, donc si la crise a lieu juste avant la réélection, il faut agir encore plus vite. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu plus facile de pouvoir couper un ruban sur une digue que sur une restauration de zone humide. Par exemple, notamment pour les questions d'acquisition foncière, c'est-à-dire que l'acquisition foncière ne se fait pas du jour au lendemain. Après, il faut aussi être innovant dans les paiements. On peut avoir des paiements pour services environnementaux, on peut avoir des bails environnementaux, enfin, des obligations réelles environnementales. Il y a aussi toute une ingénierie, une innovation aussi sur les outils de financement et les outils d'acquisition foncière. Effectivement, ce rythme, cette temporalité est un des freins. Et comment le lever, je pense, c'est en faisant en sorte que la population locale demande à son maire de mettre en place ces solutions. Et donc, c'est pour ça que dans le cadre d'Artisans, on aura aussi des campagnes de sensibilisation auprès du grand public. Parce que c'est comme Nicolas Hulot disait que voilà, si personne n'est dans la rue pour demander à ce qu'ils mettent en œuvre un certain nombre d'actions, il ne les mettra pas. Donc je pense que cette question du grand public est essentielle. Très bien. Alors l'idée de cette table ronde, c'est regarder toutes les innovations. On va se tourner vers les spécialistes de l'eau et voir ce qu'ils en pensent. Avec nous, Olivier Sarlat, vous êtes le directeur régional de Veolia Eau pour la région Sud, et Emmanuel Openot, vous êtes la responsable du pôle environnement eau chez Suez. Alors Olivier Sarlat, l'eau qu'on économise, celle qu'on ne consomme pas, c'est peut-être celle aussi qu'on ne perd pas. Et quand on préparait ce rendez-vous, vous me parliez des fuites et vous chez Veolia, vous avez un travail important pour scanner le réseau, pour éviter des déperditions d'eau dans les réseaux. Oui, tout à fait. Juste en préalable, pour réagir par rapport à ce qui avait été dit lors des précédentes tables rondes, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de changements climatiques, d'évolution des températures, on a peut-être peu parlé des populations. Il faut quand même juste savoir que d'ici 30 ans, on sera 2 milliards de plus d'individus sur Terre pour 7,7 milliards aujourd'hui. Donc effectivement, la consommation en eau va exploser. La consommation aussi, ou la nécessité de produire des aliments va être multipliée par 2. Et que donc, au travers de ça, il va aussi ne pas falloir perdre de vue que malgré toutes les solutions qui vont pouvoir être amenées, cette augmentation de la population, ces conflits d'usage qui peuvent se créer, il faut juste savoir que aussi une réalité aujourd'hui, même si l'eau est une ressource faussement abondante, elle crée d'ores et déjà des conflits d'usage à l'échelle internationale. On peut penser au Nil, par exemple, entre l'Égypte et l'Éthiopie, avec le barrage Renaissance qui est en train d'être construit, qui va créer, je pense, qui crée d'ores et déjà des tensions. Donc il y a une prise de conscience qui doit être faite, et je rejoins sur ce qui a été dit, à savoir de pouvoir travailler sur la sensibilisation, sur l'adaptation, l'atténuation, la préservation de la biodiversité. La sensibilisation, pour nous, c'est quelque chose qui est important, sur lesquels, alors je ne sais pas si ça peut être considéré comme une innovation, et vraiment, on voit bien qu'on travaille au sein d'un écosystème, d'un collectif, et que ce que l'on peut faire n'est qu'une pierre par rapport à tout ce qui est nécessaire de faire. Là, on va lancer une application, un jeu, pour pouvoir sensibiliser le grand public et nos collaborateurs pendant 1 an, pour pouvoir développer sa culture de la transformation écologique, sensibiliser à l'évolution des changements climatiques, au travers de termes autour de l'eau, par exemple combien d'eau est nécessaire pour pouvoir construire telle matière ou telle production, autour des déchets ou d'éléments transverses, autour par exemple de l'agriculture urbaine. On peut en parler peut-être de la réutilisation des eaux usées traitées. Ouais. Et c'est vrai aussi, je rebondis sur ce que disait Madame en termes de sensibilisation des populations.
il y a tout ce que l'on peut faire en termes de campagne de presse, de publication, mais aussi de les intégrer au sein des instances qui prennent des décisions. Je vois, sur des collectivités sur lesquelles on a créé des sociétés dédiées, avec des conseils d'administration, dont 40% en fait, des places sont détenues par des associations de consommateurs qui ont des voix délibératives sur les sujets qui sont apportés sur la gestion de l'eau à venir. Donc ça aussi, ça permet d'acculturer, de faire des consommateurs, des consommateurs sur ces sujets-là. Donc en termes d'adaptation, effectivement, vous en parliez, on en parlait lors de la préparation sur des solutions d'adaptation, de préservation de la ressource. Oui. Alors, je ne sais pas si ça peut être... il y a différentes choses qui sont faites en dehors des sujets sur lesquels on nous attend sur la gestion des réseaux, et vous parlez des recherches de fuite, toutes les corrélations acoustiques telles qu'elles existent aujourd'hui. Il y a l'utilisation de l'imagerie par avion ou des imageries radar par satellite, sur lesquelles aujourd'hui on développe des techniques, notamment par satellite, sur la bande de radar L, qui pénètre le sol à 2-3 mètres de profondeur. Et lorsque vous venez le superposer ces images aux réseaux qui sont existants, vous pouvez, en fonction d'algorithmes sur lesquels je n'entre pas dans le détail, déterminer s'il y a des zones de fuite qui existent. Après, alors je ne sais pas si c'est une solution fondée sur la nature, c'est plus de l'anecdote, mais aujourd'hui, par exemple, aussi notamment en milieu, dans la campagne, on peut avoir des problématiques de recherche de fuite à certains endroits, quand vous avez des canalisations qui ont été posées dans les années 60 et il y a tout un écosystème d'arbres ou de haies qui ont été créés. Ça peut être compliqué de chercher des fuites. Aujourd'hui, en fait, on travaille avec des associations qui sont en fait qui utilisent maintenant, enfin qui ont adopté des chiens qui avant étaient dressés pour chercher des explosifs. Et maintenant, en fait, on les a dressés pour sentir le chlore, puisque dans nos réseaux d'eau, on a un petit peu de chlore. Et donc, on a aussi dans ces campagnes-là, on utilise notre ami le chien aussi pour parcourir la campagne et trouver aussi des fuites ou à certains endroits où ça peut être plus compliqué de les trouver. Donc ça, c'est vrai en termes de préservation de la retourne. Bon, ça c'était voilà, de l'anecdote et c'était presque pas pour la blague, mais en tout cas c'est utilisé. Et puis après, effectivement, en termes de préservation de la ressource, mais c'est aussi comment utiliser des ressources alternatives, et la réutilisation des eaux usées traitées, je pense, est un sujet qu'il faut pouvoir explorer. Justement, on appelle ça le reuse, c'est ça? Oui. Donc la réutilisation d'eau usée, est-ce que déjà c'est pratiqué? Est-ce que vous l'avez déjà mis en œuvre? Et après, on va parler peut-être des freins réglementaires sur, on va dire, une généralisation de cette pratique. Alors oui, c'est pratiqué, mais je veux dire, malheureusement, ce n'est pas assez pratiqué. En France, la reuse, c'est moins de 1% des capacités. Et oui, il y a le projet en Vendée avec le projet Jourdain, où effectivement, on voit qu'il y a... Prenez le micro, de partager avec nous ce projet vendéen. Oui, il y a un projet qui est en cours, qui vient d'être lancé en Vendée, sur le bassin Loire-Bretagne, non ? Voilà, mais effectivement, je ne veux pas empiéter, mais il y a effectivement un certain nombre de freins aujourd'hui réglementaires qui font que cette réutilisation des eaux traitées est problématique parce qu'elle doit répondre à toutes sortes de critères. Et effectivement, ça pose aussi un certain nombre de questions qu'il faut résoudre. Des questions sanitaires, essentiellement. Essentiellement. Oui, mais après, je pense qu'en termes d'acceptabilité sociétale, je pense qu'on a passé un pas, parce que sur les derniers sondages que l'on a pu faire au niveau des consommateurs, en fait, 83% des personnes sont prêtes à boire de l'eau potable produite à partir d'eau usée. Et c'est techniquement, c'est faisable. Je prends le cas de Windhoek en Namibie. Après, sans aller jusqu'à la boire, on peut s'en servir de 1000 manières avant de la boire. Hein. Exactement, mais juste pour finir sur ce sujet-là, à Windhoek en Namibie, la capitale, on alimente 400 000 personnes en eau potable produite à partir des eaux usées. Donc techniquement, on sait le faire. Et donc sur la reuse, alors le projet vendéen, alors je connais pas aussi bien le territoire que le vôtre. Donc il y a des ressources, il y a des stockages d'eau brute qui aujourd'hui ont été utilisés pour pouvoir produire de l'eau potable. Et on sent bien que leur réalimentation va poser problème dans le futur. On en a parlé suffisamment tout au long de la journée. Et l'idée, c'est de se dire,
cette réutilisation des eaux usées traitées, on lui apporte un traitement complémentaire et on vient réalimenter en fait ces retenues d'eau comme ressources complémentaires pour après demain produire de l'eau potable. Donc là il y aura un phénomène de dilution, mais quelque part on ne va pas être très loin de ce qui est fait sur la Namibie. Donc après, vous disiez 1% en France, si on compare, Israël c'est les champions. Oui, plus de 80% de l'eau, mais pas très loin de nous en Espagne, je pense au contrôle aussi des sachants, je crois que c'est 14 ou 15%, 8% en Italie. C'est fait, et ça sert aujourd'hui à produire des tomates que potentiellement vous mangez sur le marché français. Donc c'est vrai on se dit que le passage de la frontière jette un voile pudique sur l'utilisation de la réutilisation des eaux usées traitées en France, mais qui ne pose pas de problème dans d'autres pays sur lesquels on importe aussi des fruits et légumes. Donc aujourd'hui, oui, effectivement, on a une contrainte réglementaire, mais on sent quand même qu'il y a un assouplissement. Je prends un cas concret au niveau de Riuut sur Narbonne à Gruissant. Nous avons pendant plusieurs années, avec l'INRAE, avec la région Occitanie et puis d'autres partenaires économiques, fait le test d'irriguer 1,5 hectare en goutte à goutte de vignes avec de la réutilisation des eaux usées traitées. Et donc on a fait après des analyses sur le sol, sur la plante, sur le raisin, sur les qualités organoleptiques, et on a vu que les effets étaient plutôt bénéfiques. En plus. Étaient bénéfiques. Et donc aujourd'hui, ce qui a été décidé, et c'est en œuvre, c'est on passe de 1,5 hectare irrigué à 80 hectares. Donc le traitement a été mis en place, les viticulteurs se sont constitués en ASA, ils vont tirer le réseau derrière pour que l'été prochain, les 80 hectares puissent être irrigués. Et puis après-demain, d'ici 2-3 ans, on va passer à 200 hectares. Donc ça, c'est un autre exemple de pilote de ce qui était fait à côté de Tarbes, où là c'est plus par aspersion, toujours avec cette eau de Riuut, on vient sur 2,5 hectares de maïs, mais montrer aussi la vertu de cette Riuut d'un point de vue hydrique, mais aussi en termes d'apport au niveau azote, phosphore sur la plante. Et on parlait de rechargement artificiel de nappe ou de rechargement maîtrisé. On en parlera après, Olivier. Tant qu'on est sur le Riuut, je voulais vous demander, Emmanuel Oppenon, chez Suez, vous en faites aussi de la réutilisation d'eau usée traitée? Oui, bonjour. Bonjour. Donc effectivement, on a aussi quelques projets de réutilisation des eaux usées traitées, en particulier sur Agde, pour irriguer un golfe, ce qui permet d'éviter la consommation d'environ 240 000 m3 par an. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un golfe de 18 trous, ça fait à peu près une consommation de 1000 habitants. Donc voilà, c'est pas négligeable. Après, donc cette eau, vous allez la chercher où? Est-ce qu'elle est, parce qu'après on en parlera aussi, mais il y a une équation économique. Il ne faut pas transporter l'eau pendant des kilomètres pour que ce soit. Donc là, tout est proche, donc tout va bien. Effectivement, il y a un enjeu sanitaire, on vient de le dire, réglementaire, mais il y a aussi des enjeux économiques, puisqu'il faut faire du traitement supplémentaire. Il faut que, si les parcelles d'irrigation ou d'arrosage ne sont pas tout à côté, il faut faire du réseau. Et tout de suite, l'équation économique est difficile à équilibrer. Et donc, c'est un des enjeux importants dans l'avenir, surtout si l'autre eau pour irriguer n'est pas chère pour les agriculteurs ou pour les espaces verts. Donc, on a vu de la vigne, du maïs, des golfes. À quoi on peut utiliser cette eau usagés, retraités? Des espaces verts, par exemple. Des espaces verts. Sur les espaces verts des stations d'épuration ou sur les espaces verts des collectivités qui sont sur les territoires. Mais après, pour que ces projets voient le jour, il faut vraiment qu'il y ait une volonté, je dirais, politique très importante pour pouvoir pousser le projet, pour pouvoir le défendre. Et c'est un frein de l'élu ou c'est un frein de la réglementation à la généralisation de cette pratique de Riuut? Élu ou est-ce que c'est la réglementation qui vous limite dans les cas d'usage, ou est-ce que c'est l'élu qui dit non, moi je me vois mal proposer à mes habitants d'arroser les pelouses du parc municipal avec des eaux Riuut? C'est quoi le frein? Moi je dirais que c'est d'abord réglementaire et après c'est l'équation économique. Ah oui, parce qu'il faut toujours pareil, il ne faut pas qu'on soit... que ça soit tout près. Tout près. Et est-ce que du coup, dans la construction d'ouvrages futurs, peut-être, vous réfléchissez à les localiser à des endroits où ça permettrait d'avoir une équation économique dès l'origine pour arroser ou utiliser cette eau? Effectivement, il y a des études d'opportunité pour voir quel type de station d'épuration, déjà un traitement complémentaire qui permettrait de pouvoir faire du Riuut, ce qui ne sont pas toutes les stations d'épuration, puisqu'il faut une qualité suffisante, ou alors financer des traitements complémentaires, et donc là il y a aussi un enjeu économique sur le prix de l'eau. Et puis après on croise cette information de stations d'épuration
potentiel avec qu'est-ce qu'il y a dans l'environnement limitrophe qui pourrait, comme usager, être utilisé par cette eau. Et donc en croisant ces deux informations, on peut avoir le nombre de territoires qui seraient potentiellement concernés. Très bien. Alors Olivier Sarlat en parlait, on va commencer le sujet du rechargement des nappes dont on a parlé un petit peu à la table ronde précédente. C'est une pratique que vous utilisez, enfin que vous mettez en œuvre déjà chez Suez pour des clients, des collectivités? Alors effectivement, le rechargement de nappes, en fait, c'est une vieille histoire qui a commencé en tout cas pour nous en région parisienne, puisqu'on prélève de l'eau de Seine pour produire de l'eau potable. Et pour se soustraire à ces enjeux de déficit hydrique potentiel et de qualité d'eau dans la ressource superficielle, il a été imaginé donc la géofiltration. Donc c'est un petit peu différent de la réalimentation de nappes, puisqu'en fait on va faire des forages juste de l'autre côté de la rivière, sur la berge, pour profiter de la capacité auto-épuratrice du milieu en anaérobie, pour enlever les nitrates et les matières en suspension aussi. Et on va réinjecter cette eau dans des bassins d'infiltration, ce qui va provoquer une oxydation et donc faire un traitement complémentaire naturel. On n'est que dans des traitements naturels, il n'y a pas de produits chimiques, et on va pouvoir produire de l'eau potable de bonne qualité. Donc ça, c'est un premier exemple, sachant que ces bassines qui permettent de réalimenter d'eau deviennent en fait des territoires où la biodiversité reprend ses doigts, et on en fait maintenant des espaces où il y a les oiseaux qui viennent se reproduire ou se poser en migration, et maintenant on ne peut plus y toucher. Donc vous voyez que des aménagements qui ont été faits pour faire de la réalimentation de nappes deviennent des espaces protégés. Et puis il y a un autre territoire un petit peu plus récent, dans le sud de la France, à Hyères, où là c'était une problématique de remontée du biseau salé liée à une surexploitation du pompage pour l'eau potable. Donc la collectivité avait cette problématique de sel qui vient dans la ressource, devait acheter du coup de l'eau en externe pour pouvoir à la limite produire et distribuer l'eau potable aux usagers. Et donc ce qu'il a été proposé, c'est de se servir d'un canal d'irrigation qui passait juste dans le coin, le canal Jatnat. Donc on prend de l'eau en hiver, de novembre jusqu'au mois d'avril, donc hors période d'irrigation dans ce canal, pour la recharger, pour réalimenter la nappe, ce qui va permettre de repousser le biseau salé, avec bien sûr en parallèle une gestion optimisée du champ captant pour bien suivre justement le risque quand même de ce biseau salé. Et aujourd'hui, la collectivité est autonome à 97%. D'accord. Ok. Olivier, du coup, vos rechargements de nappe aussi, c'est une pratique que vous mettez en œuvre? Oui, et même pour aller au-delà sur le rechargement artificiel de nappe. Alors on m'a dit de dire maîtriser, c'était moins péjoratif. Non, mais j'aime bien maîtriser aussi, c'est sympa. C'est aussi de se dire que à certains endroits, et c'est le cas pour la majorité de nos stations de production d'eau potable, on a une capacité en fait de production d'eau qui est en fait dimensionnée sur les besoins estivaux. Donc on a cette capacité qui est disponible l'hiver. Et pourquoi, et là c'est un sujet de recherche sur lequel on souhaite partir, aller réalimenter les nappes souterraines à partir de ces capacités-là. Bon, ça c'est quelque chose, techniquement on sait le faire, il y a quand même des recherches, le BRGM est très bien outillé pour ça et pour après peut-être nous guider sur ces évolutions-là. Et puis après demain, j'en reviens à ma réute et à mon exemple que je prenais, c'est de se dire aussi, alors bien sûr modulo, on a quand même beaucoup de stations d'épuration qui assurent le soutien du débit d'étiage de certains cours d'eau, mais quand on voit certaines aussi stations qui renvoient l'eau directement dans la mer, c'est de se dire aussi peut-être cette réutilisation des eaux usées traitées, le pousser jusqu'à une eau de qualité potable pour pouvoir aussi réalimenter de manière maîtrisée les nappes souterraines. Alors, il y a une solution dont vous m'avez parlé qui a retenu mon attention, c'est l'élevage. Parce que évidemment on sait que manger de la viande, élever un animal ça consomme de l'eau. 1 kilo de viande c'est entre 20 et 50 litres d'eau, et vous avez une expérimentation chez Veolia pour changer l'alimentation de l'élevage pour réduire la consommation d'eau. Alors très humblement sur ces sujets-là, il y a deux sujets qu'on explore depuis quelques années, c'est l'aquaponie et c'est la bioconversion. En fait, si je prends le cas de l'aquaponie, donc c'est la juxtaposition d'un système d'aquaculture et d'hydroponie.
Si je prends le cas de l'exemple de la ferme que nous avons développée au-dessus du marché d'intérêt national d'Anderlecht, à côté de Bruxelles, où en fait nous récupérons les eaux de toiture, nous les traitons et nous les réinjectons dans un système d'aquaculture avec un recyclage de l'eau. Ce qui nous permet en fait d'utiliser 50 fois moins d'eau que sur un système classique d'aquaculture tel qu'on peut le connaître de par ailleurs. Sur ce système de recyclage, on prend les eaux qui sont chargées des excréments des poissons, on élève des truites saumonées et que l'on vient mettre à disposition de plantes que l'on fait pousser sur un milieu hors sol en hydroponie. Et donc là, sur ces sujets-là, en fait, sur cette ferme-là, par exemple, on produit 25 tonnes de truites saumonées, 15 tonnes de tomates et 180 000 plants de plants aromatiques. Donc voilà, ça c'est des sujets sur lesquels on se dit, pour des collectivités qui veulent relocaliser de la production, et de se dire aussi qu'en fait, on va avoir une prospérité à l'échelle nationale que si elle est inclusive et écologique dans une économie circulaire, de se dire, ben voilà, ça aussi c'est une source pour pouvoir recréer de l'emploi localement, recréer de la production. Un autre sujet que l'on étudie, sur lequel on a une ferme en Asie et une autre qu'on est en train de finir de construire dans le Vaucluse, c'est de la bioconversion. Alors en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est de se dire que c'est comment est-ce qu'en fait on peut pérenniser la production de protéines à destination des élevages et de l'aquaculture dont je vous parlais. Et en fait, on estime que d'ici 2040, 10% en fait des protéines de ces protéines-là pourraient venir de protéines d'insectes. Donc, en fait, on développe ce que je vous disais là dans le Vaucluse, c'est une ferme qui va produire en fait des larves de mouches de soldats noirs. Alors, vous allez me dire quel est l'impact en fait en termes d'adaptation et d'atténuation. C'est qu'en fait, quand vous regardez ça, c'est que lorsque vous produisez en fait 1 kg de protéines issues d'insectes, vous produisez 100 fois d'émissions de gaz à effet de serre que si vous produisez 1 kg de protéines issues de viande bovine, par exemple. Si vous produisez 1 tonne de protéines issues de ces insectes, en fait, vous consommez 1500 mètres cubes d'eau par rapport à la production d'1 tonne de protéines issues, par exemple, du soja. Sans parler après des problématiques d'empreinte carbone, quand on sait que la majorité du soja qui arrive d'Amérique du Sud. Donc voilà, il y a cette économie-là aussi qui est faite. Et donc cette bioconversion, ces protéines animales, par exemple, pour vous donner des ordres de grandeur, mais, sur ce que l'on estime faire sur ces fermes-là, lorsque vous allez produire par exemple 3000 tonnes de protéines issues d'insectes, vous allez pouvoir nourrir 16 000 tonnes de poissons en aquaculture, mais aussi par rapport à une frange qui s'appelle la phrase des coproduits de cette bioconversion, vous allez pouvoir aussi venir fertiliser des terres agricoles autour de ça, donc il y a un retour aussi à la terre. Alors Emmanuel Oppenaud, on essaie de parler ensemble des solutions basées sur la nature. Vous avez des zones libellules que vous mettez en place. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Alors là, on est typiquement dans le sujet dont on parlait à la table ronde précédente, c'est-à-dire que il va y avoir de plus en plus d'étiage, donc les rejets vont avoir des impacts plus conséquents sur la qualité des milieux récepteurs. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est à limiter ces impacts. Et donc ce qui est proposé, c'est de mettre en place des zones humides tampons, donc après les stations d'épuration et avant le rejet au milieu récepteur, à la rivière, pour tamponner cette eau et donc limiter son impact sur la qualité de la rivière. Alors pour développer ce type de zone, ça peut paraître simple, mais on est parti d'un projet de recherche qui a été d'ailleurs accompagné par le pôle DREAM à Orléans. C'était un projet qui s'appelait ZART, Zone humide artificielle, pour apprendre en collaboratif avec différents partenaires à concevoir et à dimensionner ce type de zone humide pour qu'elle puisse rendre les bénéfices en termes de zones tampons et d'épuration vis-à-vis des micropolluants, mais aussi des polluants plus classiques, et puis de comment l'aménager avec, comment concevoir des écosystèmes qui vont permettre de démultiplier les effets de traitement, avec des zones en eau qui vont être des écosystèmes différents, on va dire, et puis bien sûr, afin que ça soit intégré dans l'écosystème local et la biodiversité locale.
Alors maintenant, on peut en proposer, enfin on en a plusieurs en France qui fonctionnent. On le disait avant, c'est du génie écologique, c'est pas évident à faire parce qu'il faut choisir des entrepreneurs qui travaillent sur le fil, c'est vraiment très précis. Il faut ensuite les exploiter pour qu'elles continuent à rendre leurs bénéfices et puis à suivre leur efficacité. Après, ce sont des zones qui sont aussi intéressantes parce qu'elles permettent de valoriser le patrimoine de la station d'épuration. Donc, on vient visiter la station d'épuration, on vient apprendre le cycle de l'eau, qui est méconnu, comme on le disait tout à l'heure. Mais du coup, on vient aussi visiter cette zone de biodiversité, cette zone humide, et ça permet de sensibiliser aussi aux effets bénéfiques de ce type d'aménagement, ici ou ailleurs. Est-ce que demain, les deux industriels que vous êtes, vous pensez qu'il y aura un mix de solutions fondées sur la nature et de solutions plus classiques, solutions grises? Est-ce qu'on s'oriente vers un partage? Moi, je pense que oui. Après, il faut que ça soit adapté au territoire local et au contexte local et aux enjeux locaux, donc à la demande des élus, à la place qu'on va avoir, à ce qu'il y a autour en termes de biodiversité pour que ça soit bien intégré, à la sensibilité des milieux récepteurs, parce que si on a une zone tampon, ça veut dire qu'il y a aussi l'infiltration. Si elle n'est pas imperméabilisée, c'est qu'il y a de l'évaporation. Donc on va limiter le débit qui va rentrer dans la rivière. Donc ça peut aussi poser d'autres problèmes. Donc il y a tous ces enjeux à prendre en compte. Voilà, après ce que je veux dire d'autre, c'est que on travaille aussi sur d'autres types d'innovations pour mieux mesurer l'impact du rejet des eaux usées traitées, les risques en fait liés à ces eaux usées traitées, avec de la biosurveillance. Et donc ça, ce sont des systèmes qui se développent, enfin des solutions qui se développent beaucoup actuellement pour pouvoir avoir des mesures intégratives de la qualité d'une eau. Et en particulier, en ce moment, on teste un système de surveillance en continu de la toxicité d'une eau usée traitée pour pouvoir avoir des moyens de réaction rapides, agir sur le traitement s'il faut, et puis avoir une preuve de traçabilité du risque lié à ces eaux usées traitées. Et ce sont des outils de biosurveillance qui peuvent être utilisés aussi avant de réutiliser l'eau pour du reuse, pour montrer qu'il n'y a aucun risque, si c'est le cas, bien entendu. Olivier, sur ce mix solutions naturelles. Je ne vais pas paraphraser ce que vient de dire Emmanuel, on est sur les mêmes créneaux, effectivement, sur ce reuse aussi. Et c'est je pense que c'est un autre sujet, on parlait de qualité d'eau tout à l'heure, qui est de plus en plus présent dans le conscient collectif aussi. Ça va être, notamment au niveau des rejets des stations d'épuration, c'est la présence de perturbateurs endocriniens de résidus médicamenteux, sur lesquels aussi il y a une prise de conscience à avoir. Parce qu'aujourd'hui, les stations d'épuration vont traiter, on va dire dans la majeure partie des cas, les paramètres sur la matière en suspension, carbone, azote, phosphore. Des fois, la partie bactériologie, ces sujets-là ne sont pas forcément adressés. Mais c'est une vraie préoccupation et on voit que ça a un impact au niveau des écosystèmes et au niveau de la biodiversité. Vous avez par exemple un pays comme la Suisse qui aujourd'hui peut-être en a pris conscience avant les autres parce qu'ils en sont peut-être dans un milieu un petit peu plus clos, sur lequel sur la station d'épuration ils vont venir mettre en place un traitement complémentaire de ces paramètres, de résidus médicamenteux, de micropolluants, de perturbateurs endocriniens, parce que aussi derrière, dans le cadre ce ne sont pas forcément des éléments qui sont facilement dégradables par la nature. Par la nature. Et donc, sans paraphraser ce qui a été dit, oui, effectivement, on va aller vers un mixte des différentes solutions, mais il y a aussi des sujets sur lesquels il faut que nous agissions directement et sur lesquels la nature ne peut pas forcément agir. Très bien. Oui, un mot, et puis après on va passer aux questions avec la salle. Alors, oui, bien sûr. Allez, bien sûr. Bien sûr. Ok, donc on va faire prenez un micro déjà. Donc Olivier parlait des perturbateurs endocriniens et des micropolluants, et donc je vous ai cité un projet qui s'est terminé il y a un peu plus d'1 an maintenant, qui s'appelle Regard, qui était sur Bordeaux et qui traitait justement de la problématique des micropolluants et qui nous a permis, dans le cadre d'un consortium, parce qu'on ne travaille jamais tout seul, de mieux comprendre d'où viennent ces micropolluants et ces perturbateurs endocriniens. Quelles sont les sources, comment travailler à la source pour les réduire. Et donc là, on a eu tout un travail avec des sociologues pour justement voir comment modifier les pratiques et travailler sur la théorie de l'engagement pour aider les usagers à s'engager à moins utiliser
les produits qui peuvent être transités ensuite dans les eaux et contaminer les milieux récepteurs. Et donc là, ce que je voulais surtout dire avec ce projet-là, c'est que mis à part les objets, les sujets techniques de traitement complémentaire, de développement de capteurs intégratifs, de meilleur traitement des eaux pluviales, puisqu'on sait aussi que c'est des sources de contamination des micropolluants, tout le volet aujourd'hui sociologique et accompagnement au changement fait partie intégrante de tout ce qu'on peut développer en termes d'innovation. Très bien. Marie-Hélène Aubert, vous vouliez rajouter? Oui, je voulais revenir un petit peu à ce qui avait été dit au début de la journée par Valérie Masson-Delmotte et Jean Jouzel. C'est-à-dire qu'on est quand même confronté à une situation qui est très sérieuse, qui est grave. Et donc, on vient de montrer qu'on n'est pas démunis en matière d'idées, de solutions, d'innovation. Mais pour parler des CFN, il faut voir quand même que les milieux humides continuent à disparaître à vitesse grand V, qu'on parle de replanter des haies, mais qu'on continue par ailleurs à détruire, qu'on parle de lutter contre l'artificialisation des sols, mais qui se poursuit. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin plus d'innovation encore, ça a été dit, d'une véritable rupture, d'une mutation dans nos modes de vie. Et je pense qu'on ne peut pas se faire trop d'illusions non plus. Il n'y a pas d'innovation miracle qui va nous permettre de vivre comme on vit actuellement. Et d'ailleurs, avec beaucoup d'inégalités dans le monde, puisque voilà, entre notre mode de vie à nous et celui des pays les plus démunis et les plus pauvres, il y a un gap énorme en termes de consommation de ressources. Donc, je veux juste insister sur le fait qu'il ne faut pas envisager l'innovation comme quelque chose qui va, comme par miracle, par le génie humain, résoudre les problèmes dont on parle, qui nécessitent une véritable transformation civilisationnelle. De nos actes, oui. Morgane, vous vouliez rajouter un mot ? Alors, je me permets aussi une petite aparté pour revenir sur ce qu'on a dit sur les solutions d'adaptation fondées sur la nature. Tout à l'heure, on a parlé de rechargement en nappe et l'identification des fuites. On n'est pas du coup dans la partie solutions d'adaptation fondées sur la nature parce qu'elle s'appuie vraiment sur les fonctionnalités d'un écosystème, les services rendus par un écosystème, autrement dit les services écosystémiques. Et donc c'est vraiment par le fait de restaurer un écosystème naturel qui va refournir du coup ces services qu'on va permettre à la fois au territoire d'être plus résilient, d'avoir un co-bénéfice pour la biodiversité et puis d'avoir des co-bénéfices sociaux. Et s'il fallait donner 2 chiffres pour, on va dire, convaincre de l'intérêt de ces solutions, au-delà des co-bénéfices qu'on vient d'évoquer, sociaux, environnementaux, c'est également, biodiversité, c'est également les co-bénéfices économiques pour les collectivités. Donc 2 chiffres qui, du coup, vont faire écho à une publication de l'agence de l'eau à Dour-Garonne. C'est sur les zones humides tourbeuses du bassin versant de la Goutte. Les simples fonctionnalités en fait, de soutien d'étiage de ces zones humides ont permis un gain en collectivité annuel de 1 à 2 millions d'euros. Donc c'est énorme. Ça permet de bien montrer que ces solutions-là, d'un point de vue économique, sont intéressantes aussi pour les collectivités. Les économies se sont portées où, en fait ? Alors les économies, en fait, c'est comparé à ce qu'il y aurait... à ce que les collectivités auraient dû investir pour construire des bassins ou des barrages de stockage. Donc c'est des ouvrages qui n'ont pas eu à financer. Voilà, exactement. Et puis un autre chiffre, c'est une étude qui a été publiée par l'Agence régionale de la biodiversité d'Île-de-France sur la gestion des eaux pluviales en milieu urbain, du coup, sur une solution grise, donc tout tuyau pour gérer les eaux pluviales. On est sur à peu près 583 € le mètre cube. Annuel, le mètre cube annuel, et puis sur les nous fonctionnels, donc solutions d'adaptation fondées sur la nature, on est sur 75 € le mètre cube. Donc on voit vraiment que finalement aller vers ces solutions, donc multiples bénéfices, biodiversité, socio-environnementaux, économiques, et puis financés à terme, on l'espère. Donc voilà, simplement une petite aparté pour vous convaincre de l'intérêt de ces solutions. Je ne sais pas si on avait besoin d'être convaincu. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, monsieur, sur le côté, pour commencer. Oui, merci. Journée fascinante. Moi, je suis Yves Tour, dynamicien du climat depuis une quarantaine d'années.
ça vous donne mon âge. Et je veux faire une remarque pour Olivier Sarlat, en ce qui concerne, parce qu'il travaille pour Veolia, et donc on parlait des eaux usées, et il y a un pays dans le monde où ils n'ont aucune ressource en eau potable. L'agriculture, c'est essentiellement de l'eau qui provient de la pluie. Donc, ils ont été obligés de faire un plan, une usine, que j'ai eu l'occasion de visiter, qui est un truc que vous devez connaître aussi, qui est énorme, où les eaux usées donc, ont plusieurs étapes. Filtration, osmose réversible, attaque par les UV, etc. Et en sortie, donc l'eau qui est mise en bouteille, alors les ingénieurs m'expliquaient qu'au début, alors ça fait une dizaine d'années qu'ils font ça, les ingénieurs m'expliquaient au début qu'ils avaient un problème, personne n'achetait cette eau parce qu'elle n'avait pas de goût. Donc ils ont été obligés de rajouter des minéraux, comme qui sont présents dans les eaux, dans les eaux en bouteille qu'on achète en France. Donc ça, c'est un très bel exemple. C'est dans quel pays, pardon? Singapour. Singapour. Donc l'usine se trouve à Singapour. Le pays, c'est Singapour aussi. Et ce qui était intéressant, c'est le nom qu'ils avaient donné au projet. Alors je ne sais pas s'ils ont changé. Il y a une dizaine d'années, qui s'appelait TTT. Et TTT, ça voulait dire Toilet to Tap. Donc c'était assez impressionnant. Et, des toilettes au robinet. Voilà, exactement. Donc en fait, mais ça marche très bien. Bon, ça c'est une remarque. La deuxième, ce matin quelqu'un nous a parlé de la population de la Terre. Vous en avez parlé aussi. On est à presque, on ne sait pas, on est, disons, on va dire 8 milliards. Je dis à mes étudiants, on est 8 milliards plus ou moins la population des États-Unis, donc pour choquer un petit peu les esprits. Donc, moi, j'ai une question en tant que dynamicien du climat, que je me pose depuis beaucoup de temps, et je voudrais un peu votre avis là-dessus. Alors, j'adresse à Olivier, mais peut-être que d'autres personnes du panel peuvent nous aider là-dessus. Si on augmente la population, en supposant que la Terre peut encaisser une augmentation de population de 50%. Donc, disons, on passe à 12 milliards. En considérant ce qui se passe en Afrique, en Chine, en Inde, c'est pas complètement idiot, une augmentation de 4 milliards. La période, je n'en sais rien. Est-ce qu'à 12 milliards, on a assez d'eau potable sur la Terre? La question était longue, mais simple, en fait. La réponse est loin d'être évidente. Si vous avez des idées, je suis preneur aussi. Bonne question. C'est vrai qu'aujourd'hui, les surfaces d'eau, vous savez beaucoup mieux que moi, c'est 70% de la surface de la Terre, 3% d'eau douce. Mais c'est vrai que quand vous retirez les eaux des pôles, les glaces, en fait, vous avez l'eau potable disponible, c'est 0,01%. C'est ce qui est infime. Donc en fait, c'est une ressource qui est faussement abondante. Et qu'aujourd'hui, où on voit qu'on a, et Madame le disait très bien, on a une inégalité en termes de répartition des ressources en eau. Et on sent bien qu'avec l'accélération du cycle hydrologique, le stress hydrique et les conséquences de ce stress hydrique vont se reporter principalement sur les populations les plus pauvres. On le voyait au niveau des cartes. J'aurais la faiblesse de dire que la quantité d'eau, oui, elle est disponible sous sa forme la plus simple. Après, il y a des traitements complémentaires qui doivent être mis en œuvre, mais par rapport à ces fameuses limites planétaires, avec la fameuse théorie du donut, est-ce que, aujourd'hui, on est dans un stress hydrique. On se dit qu'à, déjà, sans parler de 12 milliards à horizon 30 ans, on va être 2 milliards de plus, et on va être
40% au-delà de ce qu'aujourd'hui on est capable de pouvoir produire en termes de quantité d'eau. Oui, il va falloir mettre en place des ressources alternatives. La réutilisation des eaux usées traitées en fait partie, mais ce n'est pas forcément une technologie qui est à la portée de tous les pays. Et on va être confronté à une vraie réalité économique sur ces différents pays. Alors, oui, pour moi, oui, la quantité d'eau nécessaire est disponible, mais ça va passer par des moyens de production qui aujourd'hui sont pas ceux que l'on a dans ces pays-là. Donc ça sera possible, mais ça va être très cher. Ça va être très cher. Moi, si je peux me permettre de répondre, je pense que la question que vous posez sur l'eau potable, d'autres la posent pour l'alimentation, pour l'énergie. Et je pense qu'on voit bien que le GIEC et l'IPBES parlent de changement transformateur. Et on a évoqué tout à l'heure, c'est pas qu'une adaptation. Il faut vraiment qu'on change nos comportements. Et il y a un mot qu'on n'a pas beaucoup utilisé, mais c'est la sobriété. Et je pense que malheureusement, je ne parle pas de décroissance, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais voilà, la sobriété énergétique, la sobriété de la consommation d'eau, la sobriété de l'alimentation. Il y a plein d'études aussi qui ont été faites sur notre régime alimentaire. Et effectivement, si on vit tous comme un Américain, là on atteint les limites. Mais si on vit, alors j'ai pas non plus envie qu'on vive tous comme ceux qui souffrent encore de malnutrition, mais justement dans cette théorie du donut, ça reste qu'une théorie, mais il y a quand même la maire d'Amsterdam qui essaie de la mettre en œuvre concrètement. C'est essayer de vivre dans les limites planétaires, donc en respectant la biosphère, les espaces climatiques, pollution, etc., tout en respectant les objectifs du développement durable. C'est possible. En tout cas, moi j'y crois encore, mais par contre ça demande énormément de changements transformateurs, y compris la sobriété. Mais c'est pas forcément vendeur, et ça crée beaucoup de débats sur le plan de relance, la croissance, etc. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Non. Est-ce que sur Internet peut-être? Alors, voilà. On va leur donner le micro. Merci. Oui, donc on a beaucoup d'intérêt sur Internet pour les solutions fondées sur la nature. Donc, en particulier, donc, est-ce qu'on peut ces solutions une par une et est-ce qu'on ne risquerait pas, par cette méthode, d'échouer à démontrer, à quantifier leur rôle et leur efficacité et donc, est-ce qu'elles ne valent pas bien davantage quand elles sont mises en œuvre simultanément et à toutes les échelles? Un effet systémique alors des solutions. Et effectivement, pour répondre à un enjeu qui est celui par exemple des inondations par débordement de cours d'eau, on peut mettre en place une palette de solutions fondées sur la nature à l'échelle du bassin versant. Et c'est ça qu'il faut arriver à analyser, c'est le cumul de l'impact de ces solutions fondées sur la nature sur les inondations. Plus il y en a, plus c'est bénéfique en fait. En tout cas, c'est ce qu'on veut tester par exemple dans le bassin versant du Néal, avec le Forum des marais de l'Atlantique et Rennes 2. On va tester différentes interventions à l'échelle du bassin versant pour voir l'effet cumulatif. Donc c'est très difficile d'isoler une solution fondée sur la nature, par exemple restaurer une dripistive à un endroit, évaluer cette solution fondée sur la nature seule serait assez difficile. Évaluer la somme de ces solutions mises à l'échelle d'un bassin versant, là c'est plus intéressant. Et puis encore une fois, une solution fondée sur la nature peut apporter différents co-bénéfices. Et c'est ça aussi qu'il faut arriver à évaluer. Et ça c'est difficile parce qu'il faudrait comparer par exemple une restauration de zones humides avec un espace vert, une digue. En fait, il faudrait comparer une SFN et plein d'autres solutions d'ingénierie classique qui permettraient d'atteindre les mêmes objectifs. Et souvent, on se rend compte que ça n'existe pas, puisque la biodiversité, à part les écosystèmes, on n'a pas trouvé encore d'autres solutions. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a que de la vie sur Terre. Donc il y a vraiment en tout cas, nous, on va s'attacher, dans le cadre du projet Artisan, à avoir des fiches disponibles sur le centre de ressources pour adaptation au changement climatique, solutions fondées sur la nature par solutions fondées sur la nature, pour qu'un élu puisse justement avoir des arguments. Des arguments. Donc là, Morgane en a cité quelques-uns. Il y a des fiches qui existent déjà, faites par le PFE, par l'UICN, par FNE. Enfin, il y a énormément de fiches. À chaque fois avec le regard eau ou le regard adaptation ou le regard zone humide. Donc il faut essayer d'aider aussi l'élu à s'orienter à travers toutes ces informations. Et c'est l'objectif du Centre de ressources pour adaptation au changement climatique. Très bien. Une autre question peut-être sur Internet? Le choix. Donc, alors peut-être une question donc, pour Suez ou pour Veolia. Est-ce que les bureaux d'études hydrauliques donc, sont aujourd'hui bien équipés pour mettre en place des solutions fondées sur la nature? Ou est-ce que ça relève encore un petit peu de recherche?
Ah, c'est pour moi. Ah oui. Bah, alors, je ne vais pas répondre pour. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une filière. Enfin, il y a plusieurs filières pour les solutions fondées sur la nature, parce on a parlé de solutions fondées sur la nature dans le domaine agricole, tout ce qui est agroécologie, agroforesterie, agriculture de conservation. Bah, ça, c'est toute la filière agricole. Il y a les mêmes enjeux en forêt, et il y a une filière effectivement de génie écologique. D'ingénierie écologique qui est fédérée par l'AIGECO, dans lequel on a l'ASTE qui regroupe toutes les sociétés Suez, Veolia, etc. Et donc et un centre de ressources du génie écologique qui permet justement de mettre en cohérence ces différentes, ces nouveaux métiers. Et les faire monter en compétences avec des formations dédiées auprès des élus, des agents techniques, etc. Et puis il y a aussi des centres de ressources, zones humides, cours d'eau. Donc il y a énormément de connaissances et peut-être pas encore beaucoup de travail conjoint entre les urbanistes, les paysagistes, les ingénieurs, les écologues. Donc ce travail de coordination des différents métiers, effectivement, certainement à développer. Puis moi, je rajouterais que pour que les compétences se développent, il faut que ça soit inscrit dans les volontés politiques et du coup dans les cahiers des charges des appels d'offres pour que les bureaux d'études puissent répondre à ces appels d'offres. Une question de Nathalie Clarenc. Oui, moi j'aurais une question. Vous avez parlé, donc c'est très intéressant, on voit bien qu'il y a plein de solutions, qu'il faut travailler sur le territoire dans sa globalité. Par contre, il y a une problématique à laquelle on est confronté et sur laquelle moi ça m'interpelle énormément. La solution de l'acquisition foncière est très facile à mobiliser. La question de l'investissement, généralement, quand le projet est intéressant, on trouve des subventions. Par contre, c'est la question de la gestion foncière dans le temps. Et là, si on veut vraiment développer ces solutions-là, pour moi, ça ne peut pas être les collectivités qui deviennent propriétaires. Donc il faut s'orienter vers d'autres solutions. Vous en avez parlé un petit peu. Il y a la rémunération pour service environnemental qui nous interpelle un peu, qui commence à nous titiller. Par contre, est-ce qu'il y a des études? Est-ce que aujourd'hui vous avez été plus loin sur ces sujets-là, sur la gestion dans le temps? C'est-à-dire je suis entièrement d'accord que entre faire un projet de ce type-là ou une digue, souvent c'est plus efficace, mais par contre dans le temps, la question c'est comment ça vit. Une très bonne question. Alors effectivement, c'est plus facile parfois de mobiliser des fonds d'investissement que de fonds de fonctionnement. On voit bien que par exemple, dans les solutions fondées sur nature, on parle tout le temps de restauration, mais en fait, si on mettait plus d'agents pour préserver les espaces naturels existants, ça serait plus efficace que de payer des géotrouve-tout pour faire des récifs artificiels coralliens, etc. Donc ça, c'est une vraie problématique. Donc on va lancer une étude avec CDC Biodiversité, justement sur une recherche de mobilisation de financement autre, donc à la fois sur l'investissement et le fonctionnement, des questions de taxes, et donc ça c'est une étude qui va démarrer en fin 2021, on aura le résultat en 2022, et on va aussi travailler avec notamment nos amis de la compagnie de réassurance. Je pense que c'est aussi intéressant de voir avec eux comment on peut innover sur ce plan financier. Oui, allez-y, Marie-Hélène. Donner un exemple, notamment sur le marais de Brouage, le projet de Grand Marais de Brouage. Là, la question, c'est que ce marais est divisé en plusieurs centaines de parcelles et des propriétaires privés, parcelles sur lesquelles il subsiste un élevage et des prairies humides, donc. Et a été créée l'an dernier une association foncière pastorale qui permet de regrouper l'ensemble des propriétaires et donc d'avancer vers un projet commun. Enfin, c'est un exemple de regroupement, ou d'association foncière. Alors ça existe en montagne, mais c'est nouveau que ça existe sur des marais où subsiste, il y en a un certain nombre en France comme partout dans le monde, où subsiste une activité d'élevage importante. Comme ça a été dit, je crois tout à l'heure ou ce matin, la présence de leaders ou un acteur local qui est particulièrement leader dans ce domaine, ça joue un rôle énorme. C'est le cas sur Brouage. Et partout où on a un projet territorial complet qui se développe et qui finit par acquérir des financements, des formations, etc., c'est aussi parce qu'il y a des acteurs, des décideurs locaux
qui ont une forme de leadership et qui entraînent tous les autres. Alors ça s'invente pas, hein, malheureusement, mais c'est important aussi, et on le fait le plus possible, de repérer à l'échelle d'un territoire, petit ou grand, qui, hein, c'est pas forcément une personne, ça peut être plusieurs, qui peut être susceptible d'emmener les partenaires et les collègues dans ce type de projet. Quand il n'y a pas de leadership nulle part, c'est pas la puissance publique qui peut dire on va faire ça et c'est comme ça. Non, ça marche pas. Très bien. Merci beaucoup. Merci à nos intervenants. Alors pour les personnes qui ont posé des questions auxquelles on n'a pas pu répondre par manque de temps, évidemment on prend leur contact et on va les adresser aux personnes ressources qui sont intervenues tout au long de la journée sur les 3 tables rondes. Donc vous inquiétez pas, c'est pas perdu, vous aurez une réponse. Il me reste à remercier nos intervenantes et nos intervenants. Merci beaucoup pour la qualité de vos réponses et de vos échanges.